Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui au cours de ce nouveau webinaire du cycle essentiel Accords et désaccords sur l'impact social, un cycle qui est porté par ESS France en partenariat avec le Crédit Coopératif sur l'intégralité des épisodes et sur certains d'entre eux, dont celui-ci, par Massif. Nous remercions très chaleureusement le Crédit Coopératif et Massif pour leur soutien à ces webinaires. Depuis 2025, on a lancé ce cycle qui explore les multiples facettes de l'impact social, ses promesses, ses limites, ses applications concrètes sur les territoires. Au cours des épisodes précédents, nous avons discuté notamment des controverses qui entourent la notion des outils communs qui sont partagés en transversalité de l'ESS accessible à toutes ces structures. On a discuté également d'approches un peu plus sectorielles ou statutaires et donc plus millimétrées autour de spécificités de certaines structures ou champs d'activité. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitions faire, c'est faire un petit pas de côté pour interroger une dimension parfois sous-estimée de ces enjeux de mesure d'impact, la notion d'impact territorial. Notre question, c'est comment on peut mesurer ce qui se joue non seulement au niveau d'une organisation, mais au-delà de ça, au niveau d'un écosystème territorial tout entier, à une échelle, à l'échelle donc du territoire. En quoi le territoire, ses acteurs, ses interdépendances et ses spécificités, et en quoi le territoire change-t-il la donne? Donc, que nous apprend finalement la mesure d'impact à l'échelle d'un territoire? Comment cette approche peut-elle transformer les politiques publiques, les modèles économiques et même parfois notre vision de l'ESS et de ses réalisations? Pour en débattre, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs personnes. Donc, on a tout d'abord Timothée Duverger et Alexei Itabet, qui sont chercheurs et consultants spécialisés sur les questions d'ESS, d'impact et d'ancrage territorial. Ils nous éclaireront tous les deux sur les cadres théoriques et méthodologiques. Nous accueillons également Virginie Manina. Je suis désolée, je ne suis pas sûre d'avoir la bonne prononciation, Virginie. Je m'en excuse. N'hésite pas à me corriger dès à présent. Donc Virginie de l'Eurométropole de Strasbourg qui nous présentera la démarche innovante de l'Eurométropole. Et nous avons également Thibaut Buissonnière de la coopération agricole qui nous expliquera comment les coopératives agricoles, par leur ancrage territorial issu notamment d'un certain nombre de dispositions statutaires, transforment les territoires et contribuent à la souveraineté alimentaire et énergétique. Je vous remercie très chaleureusement toutes et tous pour votre présence. Avant de laisser la parole à nos partenaires, je voulais simplement vous indiquer que pour les participants, les micros et les caméras sont coupés. Et c'est prévu un peu comme ça, que sur l'onglet conversation de la réunion, vous pouvez tout à fait poser des questions tout au long des échanges et ce sont des questions que nous traiterons en dernier dans le temps d'échange avec les participants. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va lancer le PowerPoint. Euh, alors, on va lancer le PowerPoint et dans un premier temps, avant de laisser la parole à nos intervenants, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va laisser la parole à nos partenaires, le Crédit Coopératif et la Massif, qui donc chacun vont nous parler de leur engagement dans le cadre de ce cycle de webinaire. Alors là, la présentation n'est pas en grand écran. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Donc, dans un premier temps, on va laisser la parole à Afid Kekouche au nom du Crédit Coopératif. Un grand merci, Afid, pour ta présence et ta petite prise de parole aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à ESS France pour l'invitation et pour aussi ce cycle de webinaire donc, qui est
à mon avis, permettra de prendre du recul sur le sujet, sur un sujet qui est devenu d'ailleurs incontournable, hein, puisqu'on en parle depuis quelques années, celui de l'impact social. Je vais me présenter très rapidement. Donc, petite qui couche, je suis au Crédit Coopératif et je travaille sur les sujets du secteur social, médico-social. Donc, je suis en relation avec des partenaires au niveau national, donc des fédérations, des têtes de réseau, des associations emblématiques, mais aussi je travaille avec mes collègues qui sont dans les territoires, donc pour travailler cet ancrage territorial que le Crédit Coopératif défend depuis un certain nombre d'années. Donc, ce qui peut-être donne un peu d'écho aussi à l'impact social territorial. Je vais être très transparent avec vous. Je ne suis pas un théoricien de l'impact social, donc ça, je vous le dis en toute franchise. En revanche, il y a un point très important, c'est celui qu'il faut garder en tête, celui que le Crédit Coopératif, les collaborateurs du Crédit Coopératif, mes collègues et moi-même, nous travaillons tous les jours en contact avec des acteurs qui produisent un impact social. Donc, on sait ce que c'est un sujet qui nous intéresse énormément. Et c'est justement peut-être depuis cette position-là que le sujet nous parle. Il nous parle particulièrement. Euh, euh, Depuis quelques années, on entend parler de ce sujet-là. Évidemment, le sujet, on le connaissait, mais on le connaissait d'un autre point de vue. On le connaît parce qu'on accompagne des projets utiles, on accompagne des structures qui sont très engagées dans leur territoire. On voit que les acteurs que nous accompagnons au quotidien créent une certaine dynamique locale et peut-être qu'aujourd'hui, avec les cycles qui ont été enclenchés par ESS France, ça va nous permettre aussi d'avoir des mots, des indicateurs, une mesure assez proche pour essayer d'aborder ce sujet assez complexe. Ce webinaire, à mon avis, va permettre justement d'avoir un ancrage de l'impact social au niveau territorial, ce qui permet pour moi, en fait, de me rapprocher peut-être un peu plus de ce qu'on fait au Crédit Coopératif. Pour nous, l'impact social, il ne peut être que territorial, même si peut-être que le sujet est autre, il peut être abordé autrement, mais pour nous, en fait, quand on accompagne des acteurs, qu'on accompagne du monde associatif ou les acteurs de l'ESS d'une manière générale, on sait que l'impact est un impact territorial, puisqu'on travaille avec des structures qui sont souvent en coopération. Le mot coopératif fait partie de notre titre, et on sait que entre ces acteurs, il y a des effets d'entraînement, il y a des complémentarités, il y a des transformations parfois profondes des territoires quand il y a un impact, quand il y a un échange, quand il y a de la vivacité en quelque sorte. Ce que ça représente maintenant pour nous comme financiers, est-ce qu'on regarde généralement, est-ce qu'on regarde la solidité d'une structure quand on l'accompagne, est-ce qu'on regarde ses indicateurs de qualité, ses indicateurs d'activité, sa capacité à générer de l'impact social sur le territoire. Mais en réalité, au fait, on regarde un peu tout. La seule difficulté, c'est de trouver au fait, les indicateurs les plus simples possibles qui nous permettent au fait, de lire plus rapidement, enfin plus précisément en fait, la structure de la société, son impact réel et voir comment nous, euh, on peut intervenir pour justement continuer à aider et à favoriser cet impact-là. Je termine rapidement là-dessus. Pour nous, en fait, cette discussion arrive au bon moment parce qu'il y a une échelle de mesures qui se clarifie. Pour nous, ça nous permet aussi de voir, de voir nos territoires de la même façon, mais avec une lecture beaucoup plus simple. Et j'espère qu'avec ce webinaire, il y aura d'autres idées qui vont sortir, des échanges qui vont être très enrichissants. Donc, je vais vous laisser continuer ce webinaire
avec le plan qui a été prévu. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Un grand merci, encore un grand merci au Crédit Coopératif pour son soutien à ce cycle. Je vais à présent laisser la parole à Claude Verne, vice-président de Massif, qui également soutient une partie de ces webinaires. Claude, est-ce que Oui, c'est Pauline, j'arrive pas à mettre ma caméra, donc je suis désolé pour pas de tout à problème? chacun. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, très heureux, bien évidemment, d'être présent dans le cadre du partenariat avec ESS France. Un partenariat, j'ai regardé la date, très enrichissant depuis 5 ans, toujours avec Pauline aux commandes. Au côté du Crédit Coopératif que je salue, la Massif est partenaire de ce dernier webinaire dédié à la mesure d'impact territorial. La notion de territoire et d'impact territorial nous intéresse très particulièrement. Du fait de son ancrage, la Massif se retrouve dans tout le territoire métropolitain. C'est un leader de l'économie sociale et solidaire dont la gouvernance démocratique nous permet de capter les préoccupations qui s'expriment dans la société. Nous avons 1047, exactement 1047 délégués sur le terrain qui représentent les 6,3 millions sociétaires adhérents et clients au travers de nos 3 métiers, finance, santé, prévoyance et assurance auto-habitation. Nous dialoguons forcément avec les habitants de l'ensemble du territoire ainsi que des élus pour identifier les besoins et ces remontées de besoins et construire des solutions de protection accessibles au plus grand nombre. Nous sommes fidèles à notre raison d'être qui est de protéger le présent et permettre l'avenir pour nous tous et les générations futures. Donc, ces délégués, ces représentants élus des sociétaires, ainsi que nos équipes salariées présentes dans tous les départements à travers notre réseau de proximité, sont aussi des ambassadeurs de nos valeurs mutualistes, prêts à travailler avec les élus, les collectivités, plus largement tous les porteurs de projets de territoire, pour faire émerger des coopérations territoriales ayant un réel impact sur le territoire. Nous sommes donc très intéressés de découvrir aujourd'hui différentes expériences de mesures d'impact territorial sur des dynamiques collectives. Alors effectivement, je suis vice-président de la Massif, mais je suis aussi en campagne municipale et je peux vous dire que j'ai besoin effectivement de ce type de webinaire pour me dynamiser un peu parce que vu ce que j'entends à droite et à gauche, j'ai jamais vu un niveau aussi faible de projets politiques au niveau municipal. Alors c'est pas pour le cas de tout le monde, mais voilà, c'est assez dramatique et cette thématique d'impact territorial, je l'entends, de mutualisation, je l'entends pas trop. Et l'ESS non plus. Ça me fait très très mal. Voilà. Donc j'ai besoin de ce type de webinaire pour me dynamiser un peu. Merci à tous, à ceux qui vont prendre la parole. Salut Timothée, que je vois, mais et puis tous les autres. Voilà. Merci à vous. Un grand merci, Claude, à toi pour ta prise de parole et à la Massif pour son soutien. Je vais à présent laisser la main à ma collègue Lise Bouchereau, qui est chargée d'affaires publiques à ESS France. Par ailleurs, je me rends compte que je ne m'étais point présentée, donc Pauline Roffès, responsable des affaires publiques de ESS France. Je laisse la parole à ma collègue Lise, qui va donc prendre la main sur les questions à nos chers intervenants. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet conversation. Je crois qu'il y a un onglet Q&A également qui peut être activé, mais les deux fonctionnent. Un grand merci encore pour votre présence à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. On a un petit... Non, c'est bon. Merci beaucoup, Afid et Claude, pour vos présentations, vos éclairages et puis pour votre soutien depuis le début. Pour commencer le webinaire, on va commencer par un cadrage théorique, hein, parce que la question d'impact territorial, c'est une question qui est encore assez nouvelle. Et pour ça, on va échanger d'abord avec Timothée. On va se poser la question un peu de en quoi ça change par rapport à une mesure d'impact social, on va dire classique, de parler d'impact territorial. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enjeux méthodologiques, stratégiques et politiques pour les structures et pour les territoires? Donc Timothée, ma première question, elle s'adresse à vous. Selon vous, comment est-ce que le territoire, en tant qu'objet de travail, il permet de redéfinir la mesure d'impact, notamment par rapport à une évaluation qui est traditionnellement centrée plutôt sur une organisation, une structure,
Et dans ce cadre-là, quels sont les critères à prendre en compte et les potentiels pièges qui seraient à éviter? Voilà, merci à vous d'introduire avec votre première réponse ce webinaire. Bien, merci déjà de cette invitation, voilà, à la fois conjointe SS France, Massif et Crédit Coopératif, et ravi que vous ayez mis en lumière ce sujet qui est un sujet assez émergent, hein, puisque on a l'habitude et il y a beaucoup de développement, beaucoup de travaux, beaucoup de mesures de l'impact social. Mais la dimension territoriale, effectivement, est assez neuve. On a contribué à la mettre en lumière avec un rapport notamment d'impact tank il y a, je pense, 2 ans. De cela, sur l'engagement territorial des entreprises, on a essayé justement de mettre en avant cette notion qui me semble tout à fait importante. Et pour aujourd'hui, on interviendra à deux, puisqu'il y a Alexei Tabé, effectivement, avec qui je travaille, hein. On a un projet, notamment, on va créer un certificat en formation sur ce sujet-là. Alors, pour répondre maintenant très directement à la question, d'abord, il faut poser la question de pourquoi s'intéresser au territoire. En fait, derrière la question du territoire, il y a l'idée que la mesure d'impact social mesure en réalité les bénéfices individuels, c'est-à-dire les bénéfices pour les individus, hein, les bénéfices sociaux pour les individus. Voilà, c'est ça la mesure d'impact social. Mais finalement, donc ça dit, parce que c'est inscrit dans une théorie du changement, donc ça dit ce que ça peut transformer réellement dans la vie des individus. Mais par contre, ça ne dit rien de ce que ça change pour la transformation finalement de la société, hein, c'est-à-dire quels sont les effets systémiques de la transformation mise en œuvre, hein. C'est cette question-là qui est quelque part un angle mort, hein, nous semble-t-il, dans les mesures d'impact social telles qu'elles sont réalisées. Donc elles ont évidemment leurs vertus, leurs avantages, voilà, elles sont tout à fait nécessaires et importantes, mais elles ont un angle mort, c'est cet effet finalement systémique. Voilà. Et donc c'est cet effet-là que l'on cherche à toucher du doigt finalement à travers l'appréhension du territoire. Alors le territoire, évidemment, c'est une notion qui est très complexe à saisir, en fait, pour cette raison qu'un territoire, c'est un construit social. Un territoire, notamment l'économie de la proximité y insiste, c'est la conjugaison en réalité entre deux niveaux, entre la proximité, c'est-à-dire il y a un effet de proximité qui est géographique. Évidemment, donc c'est finalement quelle est la distance à vol d'oiseau ou bien la distance à travers les infrastructures évidemment qui existent. Donc quelle est la distance entre deux personnes en l'occurrence ou au sein d'une communauté. Donc il y a la proximité géographique, hein, physique finalement, et puis il y a une proximité qui est organisée, c'est-à-dire qui est basée sur les interactions entre les individus. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette approche-là, on se dit finalement il y a effectivement une conjugaison de proximité géographique mais qui va être activé par les interactions sociales entre les individus et les groupes organisés, hein. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que le territoire, il n'est pas prédéfini. Il n'est pas défini seulement naturellement et il n'est pas défini seulement politiquement ou juridiquement par des circonscriptions administratives, une mairie, une intercommunalité, un département, une région. Un territoire, c'est un construit social, c'est-à-dire qu'au fond, ce sont des acteurs qui identifient des problèmes communs et qui cherchent à les résoudre voilà, en travaillant ensemble, hein. Donc c'est ça un territoire. Donc c'est là qu'on retrouve effectivement tout l'avantage et l'intérêt de cette idée d'impact territorial, c'est-à-dire c'est comment finalement des acteurs travaillent ensemble pour résoudre des problèmes qui leur sont communs, hein, voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il y a derrière la notion d'impact territorial. Donc au plan stratégique, c'est très important parce que ça suppose, c'est une de vos questions, hein, posez la question pour ce webinaire, notamment la question stratégique. Au plan stratégique, c'est très important parce que ça veut dire en fait que son organisation, au-delà de l'impact propre de son organisation, finalement, on doit se poser la question, au fond, de sa place dans son environnement. C'est-à-dire à la fois de quels sont les besoins du territoire et en même temps, évidemment, de quels sont les autres acteurs qui sont présents sur ce territoire et avec qui voulons-nous travailler. Voilà. Donc c'est ce que dans le travail, notamment avec Impact Tank, on avait commencé à distinguer en fait des impacts individuels, des impacts collectifs. Et donc dans les impacts collectifs, notamment, on peut trouver des effets qui relèvent, ça a été beaucoup dit par les intervenants précédents, hein, les partenaires de ce webinaire, de ce cycle de webinaires, c'est les questions de coopération, notamment qui sont absolument clés, c'est-à-dire comment effectivement on travaille en commun, hein. C'est ça l'idée de coopérer, hein. C'est comment participer à une œuvre commune, une œuvre qui nous dépasse, hein. Et donc dès lors, comment 1 + 1 ne fait pas 2.
hein. C'est ça l'effet systémique, hein. C'est l'idée que 1 plus 1, c'est supérieur en réalité à 2. Ça engendre des effets d'entraînement, des effets plus importants en fait que la simple agrégation des intérêts individuels. Donc ça va se reposer sur des coopérations, sur des effets aussi autour du lien social, sur les dynamiques d'engagement, sur aussi des représentations partagées, sur des innovations aussi qui vont être plus importantes. Donc c'est une manière en fait de travailler le territoire, de travailler le collectif, de sorte que, eh bien, il soit, on dirait, avant on disait plus résilient, maintenant la nouvelle mode c'est de dire plus robuste. Peut-être qu'on inventera encore un nouveau terme, j'en sais rien, hein, il y a un peu des effets de mode des fois, mais enfin, vous voyez l'idée qu'il y a derrière, hein. En tout cas, c'est d'augmenter les capacités, et ça je pense que c'est ce qui est en réalité fondamental, sans inventer de nouveaux mots, c'est d'augmenter les capacités de ce territoire et d'arriver effectivement à le mesurer. Alors c'est difficile à mesurer, mais l'intérêt, il est double de mon point de vue. Il est d'une part que ça inscrit la mesure d'impact dans un espace délibératif, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on le fait à plusieurs, c'est-à-dire qu'on met en débat aussi les critères précisément, et donc au-delà de sa seule organisation, on les met en débat avec l'ensemble des parties prenantes et des acteurs du territoire, et donc ça amène à se poser la question aussi de sur quoi on met, quelles sont les échelles de valeur et comment on les partage ensemble, hein. Donc là, il y a un travail fondamentalement politique à mener autour de la mesure d'impact. On est loin effectivement de la question simplement technocratique ou de communication. Là, on est dans un fait qui est fondamentalement politique. Et après, quelque part, la dimension technique, l'intendance suit, hein. C'est-à-dire après, effectivement, on essaye de voir comment on peut générer les bons critères, bien les choisir, qu'ils soient évidemment praticables, hein, parce que c'est toujours aussi la question de la faisabilité, hein, parce qu'on peut aussi imaginer toujours des critères plus sophistiqués les uns que les autres, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre, voire qui sont extrêmement coûteux. Donc là, l'objectif, c'est évidemment que ça reste faisable, hein, bien sûr, mais en tout cas, le point clé, c'est que ce soit défini collectivement. Voilà. Et donc, c'est ça la force du territoire, pour conclure là-dessus. Donc, c'est un construit social qui repose au fond sur un fait politique dans le cadre de la mesure d'impact, qui a une visée en réalité systémique. Voilà ce que je pouvais dire dans le cadre de ce propos introductif. Merci beaucoup, Timothée, pour ce cadrage théorique qui est très intéressant, d'autant plus qu'il me permet vraiment de faire le lien avec notre prochaine intervenante qui représente l'Eurométropole de Strasbourg, où justement cette notion de passage de l'individuel au collectif, des enjeux de coopération, ça a été quelque chose de très important. Donc, Virginie, je vais m'adresser à vous pour la suite et pour un peu, on va dire, rendre réel tout ce cadrage théorique qu'on vient de voir. Est-ce que brièvement, vous pourriez un peu nous présenter comment cette approche de l'impact territorial, elle s'est développée à Strasbourg pour répondre à quels besoins et du coup, en quoi est-ce que cette notion finalement elle est devenue importante pour votre collectivité dans le cadre du travail sur le territoire? Et finalement, comment est-ce que vous arrivez à le mesurer? Donc, voilà, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Comment est née la question de la mesure d'impact sur le territoire? L'Eurométropole de Strasbourg s'est engagée dans une dynamique européenne de développement de l'innovation sociale en s'appuyant sur un programme européen qui s'appelait Boost Inno pour Boosting Social Innovation de 2016 à 2018. Et c'est à ce moment-là que le souhait des acteurs de l'ESS a été formulé de pouvoir s'engager dans des démarches d'évaluation de mesures d'impact avec pour autant deux constats. D'une part, les organisations de l'ESS, surtout les plus petites, en général sont confrontées à un manque de temps, manque de moyens, manque d'expertise, et aussi le fait qu'on s'apercevait qu'on ne disposait pas d'une vision partagée de ce qu'on réussissait à transformer ensemble sur le territoire. Et donc, c'est de ces deux constats qu'est née la démarche qu'on porte aujourd'hui avec un collectif qui s'appelle le Territoire 100% Apprenant, qui vise à renforcer les coopérations, et dans le cadre de notre conseil de l'ESS à Strasbourg, donc qui réunit les élus, les techniciens, l'ensemble de l'écosystème, les partenaires institutionnels, dans le cadre d'un travail sur 2 ans autour des transitions. On a commencé donc par outiller les acteurs de l'ESS dans un premier temps avec une démarche d'accompagnement structurée et volontariste. Donc d'une part un long cycle de formation-action sur toute une année, un système de tirelire de territoire avec possibilité pour les acteurs de solliciter des demi-journées d'accompagnement individualisé
par des experts, et puis un appel à projet pour ce qu'on a appelé un peu le dernier kilomètre de la mesure d'impact. Une fois qu'on était formé, une fois qu'on était accompagné, si pour autant on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout, il restait toujours l'appel à projet. Et donc, une fois qu'on a produit les premiers résultats à l'échelle individuelle, on a réuni les structures pour démarrer l'élaboration participative donc d'un référentiel de mesures d'impact territorial autour des questions de quelles sont les promesses qu'on a envie de porter ensemble, qu'est-ce qui compte pour nous, quels sont les plus grands défis qui se présentent à nous. Dans toute la démarche, on a été accompagné par Elix, agence de R&D en innovation sociale, qui a été d'une aide précieuse. Et donc, aujourd'hui, le référentiel de mesures d'impact territorial, il s'organise autour de 3 grands enjeux qu'on a choisis ensemble à partir donc bien des impacts des structures à l'échelle individuelle. Donc, on a 3 grands axes. C'est un territoire qui soutient les initiatives et qui renforce les potentiels individuels et collectifs, un territoire qui fait sa place à chacun, un territoire qui prend soin de la planète, et où on regarde aussi 2 grandes questions complémentaires, c'est est-ce que le territoire contribue à renforcer les coopérations et quelle est la contribution et le poids des acteurs de l'ESS dans le développement économique local et dans les transitions. Ce qui était important, très important pour nous, c'était 2 choses. C'était à travers ce référentiel de renforcer le sentiment de co-responsabilité de territoire, c'est-à-dire en montrant la contribution unique et spécifique de chacun, comment ensemble on réussit à relever des défis, mais aussi comment on arrive à identifier des angles morts, des sujets sur lesquels on n'est pas encore au rendez-vous. Et donc de passer d'une logique, justement, comme vous le disiez, Timothée, de performance individuelle ou de compétitivité à une logique vraiment de contribution au service du territoire. Donc là, vous avez sous les yeux le programme du cycle de formation-action qui a intégré à la fois des apports théoriques, des témoignages locaux, nationaux, et puis aussi des ateliers d'entraide entre pairs qui ont été très appréciés. Oui, merci Virginie. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit souci de projection des slides pendant votre présentation. Pour votre intervention suivante, on parlera des cas concrets que vous avez pu étudier. Je vais donner la parole à Thibaut Buissonnière de la coopération agricole, qui va pouvoir nous parler d'une approche qui est aussi une approche statutaire assez intéressante via l'approche coopérative, et puis d'un secteur qui est quand même très lié aux questions d'ancrage territorial et d'impact territorial, qui est le secteur de l'agroalimentaire en général. Et puis, on verra plus tard que ça peut toucher également à d'autres secteurs d'activité qui sont très importants pour les territoires. Pour vous, Thibaut, concrètement, comment est-ce que cet ancrage se traduit, que ce soit pour les agriculteurs, les salariés, les territoires et en général les coopératives qui agissent sur les territoires? Merci beaucoup Lise et ESS France pour cette invitation. Je vais rebondir sur les propos de Timothée qui finalement distinguait et alliait bien physique, géographie d'un côté et en même temps politique. Et en fait, dans les coopératives, les 2 éléments sont dans les coopératives agricoles. Les 2 prismes sont intimement liés. Aujourd'hui, dans les coopératives agricoles, bien entendu, la géographie, la physique, la terre fait partie de l'ADN même des coopératives agricoles parce que le sociétariat des coopératives agricoles, ce sont les agriculteurs. Aujourd'hui, vous avez 3/4 des agriculteurs en France qui sont en coopérative. Et c'est eux qui gèrent, qui décident dans leur entreprise et qui ont décidé de créer, de se regrouper collectivement à la fois pour favoriser leur approvisionnement sur les fermes, mais aussi et surtout de plus en plus pour valoriser leur production et transformer les productions agricoles en denrées alimentaires ou d'autres produits. On a parlé tout à l'heure en effet de souveraineté énergétique. Les coopératives sont aussi de plus en plus tournées vers d'autres leviers de création de valeur.
Mais les coopératives, elles ont donc cette géographie finalement dans leur peau, à tel point que si demain vous décidez de devenir agriculteur ou agricultrice, et on a besoin d'agriculteurs et d'agricultrices en France, si vous toquez à la porte de la coopérative du coin, d'une part, elle est obligée de vous accueillir, c'est le principe, bien entendu, de la porte ouverte en coopérative. Mais en plus de ça, quand vous allez lire les statuts de la coopérative, vous allez vous rendre compte que dans les statuts, eh bien, il y a la description d'une zone géographique qui est la zone géographique sur laquelle la coopérative doit assurer finalement la collecte des productions agricoles. Et donc, très concrètement, ça va se traduire par une liste de départements. Par exemple, quand une coopérative est implanté sur plusieurs départements. Donc ça matérialise bien, très concrètement, statutairement, cette approche territoriale et cet ADN de territoire qu'ont nos entreprises coopératives. Ça se manifeste aussi, bien entendu, par l'implantation des sièges sociaux des coopératives agricoles. Elles sont à 75% dans les territoires ruraux. Elles emploient 200 000 salariés qui sont aussi principalement dans les territoires ruraux. Et dans nos 2000 coopératives agricoles que nous dénombrons, 93% sont des TPE-PME, et donc elles forment aussi ce maillage d'entreprises très locales qui ont un sourcing local. Et je reviendrai tout à l'heure sur le sourcing, sur l'approvisionnement local, qui est vraiment une spécificité des coopératives, puisque les coopératives ont pour obligation d'aller chercher la matière première agricole auprès de leurs agriculteurs dans des zones géographiques donc, qui sont définies comme je vous l'ai dit. Au-delà de cette géographie, de ce côté physique qui est vraiment dans l'ADN des coopératives, les coopératives ont aussi un objectif politique, si j'ose dire. L'objectif des coopératives agricoles, c'est pas la rémunération à court terme des capitaux. Dans une coopérative, les capitaux sont des capitaux agricoles. Il n'y a pas d'actionnaires en coopérative agricole. Et donc, l'objectif des agriculteurs qui se sont regroupés en coopérative, c'est bien de transmettre un outil de production et de transformation sur un territoire. Mon président Dominique Chargé a pour habitude de dire qu'il a hérité sa coopérative des générations passées et que finalement c'est lui un relais pour les générations futures, et son objectif c'est de transmettre dans le meilleur état possible cet outil de production et de transformation qui est complètement attaché à un territoire. Donc les coopératives agricoles, très clairement, elles agissent pour le bien commun. On peut dire même qu'elles ont quasiment des missions d'intérêt général. Je vais prendre trois exemples assez récents. Dernièrement, il y a eu des inondations dans une majeure partie de l'ouest de la France. Des agriculteurs continuer à produire du lait, notamment pour nous nourrir, pour nos yaourts, pour le petit déjeuner de nos enfants, pour les bébés des Françaises et des Français. Et ce lait-là, il faut aller le chercher, y compris quand il y a des inondations. Et donc, les coopératives ont même été chercher le lait sur des bateaux, ont posé le camion citerne sur des barges et ont été chercher le lait dans les coopératives qui étaient complètement inondées. Un autre exemple, c'est en montagne. Aujourd'hui, les entreprises qui vont chercher pareil le lait et les produits laitiers en montagne, ce sont à 90% des entreprises coopératives, des coopératives agricoles, parce qu'il y a un problème de rentabilité, de compétitivité de ce type de filière-là. Et donc aujourd'hui, ce sont les coopératives qui, permettent d'avoir toujours une activité une activité économique dans ce type de territoire, à la différence d'acteurs capitalistiques privés. Je citerai pas le nom, mais je peux le citer puisqu'il y a eu beaucoup d'articles de presse cette année. On va parler de Lactalis, puisque Lactalis, vous l'avez vu, qui est un gros groupe capitalistique privé français, a décidé de se séparer cette année de 2000 producteurs de lait. Et donc, les 2000 producteurs de lait qui se retrouvent un peu mis sur le carreau, eh bien, ils frappent à la porte des coopératives et ils sont accueillis en coopérative. Ce qui n'est pas sans débat
pas au sein des coopératives, puisque les coopératives ont aussi des modèles économiques qui doivent être respectés, mais les coopératives leur font une place, et bien entendu, ces producteurs-là sont aujourd'hui dans des coopératives et ont cette mission-là, in fine, de pouvoir reconquérir notre souveraineté alimentaire, parce qu'au bout du bout, c'est bien ça qu'il y a derrière, c'est de continuer à reconquérir notre souveraineté alimentaire, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de productions agricoles qui viennent de l'étranger. Je citerai pas les chiffres, ils sont connus dans les fruits et légumes et dans la volaille notamment. Donc l'objectif derrière, il est là. Au-delà de cet objectif, on va dire, de souveraineté alimentaire qui est un objectif global, derrière, on a la dimension aussi forcément environnementale et sociale, et j'aurai l'occasion de revenir dessus avec les 2 exemples concrets en Nouvelle-Aquitaine et avec la coopérative Agnos Soleil. Merci beaucoup, Thibaut. Ça fait aussi lien avec ce que nous disait Timothée au départ, hein, sur les questions de résilience des territoires, que ce soit en matière d'accès à l'alimentation ou juste de maintien de l'emploi, hein. Et justement, vous parliez d'exemples plus concrets. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à plutôt des retours d'expérience, que vous puissiez nous partager voilà, des expérimentations de mesures d'impact territorial que vous avez pu accompagner les uns les autres dans le cadre de vos missions. Et je voudrais commencer encore une fois par une approche plus théorique, mais quand même concrète, avec Alexei, sur les questions d'impact territorial. Alors, on pourra évoquer les questions de chaîne de valeur, mais qui seront peut-être un peu trop, on va dire, chronophages. Donc, plutôt la différenciation que vous voyez entre impact social, impact local, impact territorial, et comment ça peut s'illustrer dans des exemples très concrets que vous accompagnez. Donc, je vais vous laisser la parole là-dessus si vous le voulez bien. Ok, merci Lise, merci beaucoup pour l'invitation, merci à ESS France et ses partenaires. Alors, dans la continuité des précédentes interventions, notamment celle de Timothée, avec qui on se partage le travail sur ce sujet dans le cadre d'un chantier de la chaire TER-ESS, on voit bien qu'effectivement, on décompose le territoire comme cadre et comme prisme de l'évaluation de l'impact. En fait, on a un glissement entre de l'impact social à l'impact territorial, un glissement à plusieurs niveaux. D'abord, un glissement du point de vue du quoi, du qu'est-ce qu'on évalue, des objets de l'évaluation. Et puis ensuite, un glissement du point de vue du comment et avec qui on évalue, du point de vue de la pratique et des méthodes d'évaluation. Et on pourrait même dire un glissement du point de vue du pourquoi, des finalités de l'évaluation elle-même. Alors, ces questions-là, on les travaille de manière globale, mais aussi dans le cadre d'accompagnement que je réalise et qui s'inscrivent dans le cadre de ce chantier impact territorial, notamment avec Mona Lisa. Mona Lisa, c'est un projet qui vise à mobiliser le territoire, les dynamiques territoriales, à travers l'engagement citoyen, la coopération locale, pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées. Donc concrètement, c'est des équipes citoyennes, des acteurs professionnels, acteurs socio-économiques, habitants, institutions, qui se mettent en mouvement à une échelle locale pour résoudre cette problématique et qui nous ont sollicité justement parce que l'approche impact social classique ne les satisfaisait pas. Ils avaient besoin d'aller au-delà parce que c'était l'ADN de leur projet qu'ils demandaient. Et donc, à travers cette démarche-là, à travers d'autres aussi, ça nous amène un peu à préciser finalement, et les interventions précédentes l'ont aussi montré, que l'impact territorial, ce n'est pas une notion uniforme, et qu'on peut distinguer différentes dimensions, finalement, que je vais vous présenter à travers l'exemple de Mona Lisa. 3 dimensions. La première, c'est une dimension plutôt de territorialisation de l'impact social. La deuxième, c'est la question de l'impact collectif. Et puis la troisième, c'est celle des impacts systémiques. La première dimension donc, de territorialisation de l'impact social, finalement, on reste dans le registre des impacts individuels pour les publics cibles, mais d'abord on les localise, c'est-à-dire qu'on cherche à les regarder, à les observer à l'échelle d'un périmètre géographique donné, souvent administratif, parce qu'on va aller sur du quantitatif et les données sont là, donc une ville, un quartier, un bassin de vie, etc. Et c'est surtout un impact social qu'on cherche à contextualiser. On cherche à qualifier les impacts en fonction d'une dynamique de territoire, d'un contexte,
la question de l'isolement social des personnes âgées ne se pose pas de la même manière, et de l'impact que ça a ne se pose pas de la même manière dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une grande métropole, dans un territoire périurbain ou semi-rural, dans ce qu'on peut appeler les villes moyennes qui sont mises à l'écart des dynamiques de développement métropolitain. Voilà, donc des dynamiques démographiques, socio-économiques, de politiques publiques qui ne sont pas les mêmes, et donc un impact social qu'on doit contextualiser en fonction. Donc ça, c'est vraiment la territorialisation de l'impact social. Après, il y a des choses, et c'est notamment ce que Timothée a présenté, ce qui est aussi, à mon avis, assez présent dans le cas de la métropole de Strasbourg, c'est celle de l'impact collectif. Et effectivement, plutôt que de partir de l'organisation pour mesurer son impact, on part du territoire et des défis de transformation identifiés comme tels par les acteurs du territoire, donc la question de l'isolement social des seniors, par exemple, dans le cas de Mona Lisa, pour identifier comment chaque acteur contribue à un impact sur cette question-là, à résoudre finalement, à être une partie de la solution. Et vous avez mentionné, Lise, l'approche par les chaînes de valeur, hein, que la Fonda a beaucoup développé, j'y avais contribué, qui continue à développer aujourd'hui à travers l'évaluation des communautés d'action. Donc l'idée, c'est on se pose un ensemble de défis de transformation à l'échelle d'un territoire et on identifie les contributions de chacun, y compris les contributions les plus invisibles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas immédiatement dans l'opérationnel. On parle beaucoup de la notion d'intermédiation, notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Comment on crée les conditions de la coopération entre les acteurs, comment on crée les conditions de la confiance et comment créer les conditions, c'est aussi un paramètre de l'équation de l'impact et donc une contribution à mettre, à reconnaître et évidemment à financer. Et donc effectivement, là, sur cette approche impact collectif, on voit bien que il y a une évolution dans le registre des objets, hein, des critères, des indicateurs d'évaluation, mais aussi une évolution dans les finalités et la pratique de l'évaluation. Effectivement, c'est des démarches d'évaluation, et ça a été très clair dans ce qu'a présenté le cas de la métropole de Strasbourg, hein. C'est la création d'un langage commun entre les acteurs, ça nourrit, c'est un appui, un support à la création de ce langage commun. Au-delà, ça permet aussi de consolider des stratégies de coopération entre les acteurs. On passe du comment chacun contribue à travers une action spécifique à la création d'impact à comment les actions se mettent en synergie pour approfondir et élargir encore plus l'impact. Et dans le cas de Mona Lisa, c'était assez clair, hein. On voit comment la démarche d'évaluation, on ne regarde pas seulement comment, d'un côté, les bénévoles, de l'autre côté, les professionnels, du troisième côté, les travailleurs sociaux, les aides à domicile, créent de l'impact final pour les personnes âgées, contribuent chacun dans leur couloir à réduire l'impact des personnes âgées, mais comment ces démarches d'évaluation, en posant cette question de manière collective, les amènent à chercher des synergies entre leurs actions. En tout cas, la démarche d'évaluation est un support à cela. Et puis la troisième dimension, c'est celle de l'impact systémique. Alors c'est une dimension qui peut être un peu plus abstraite, c'est une dimension qui s'appuie davantage sur des acquis et des notions issues de la recherche, notamment de l'approche mésoéconomique, hein, qui de manière très rapide est une approche issue de la théorie de la régulation, avec cette idée que le territoire peut constituer une configuration socio-économique qui est dotée d'une forme d'autonomie par rapport aux régulations macro, et donc avec des régulations institutionnelles, de gouvernance spécifiques. Donc ça, c'est l'approche théorique, mais dans le champ de l'évaluation, on peut s'en inspirer pour aller chercher à regarder de nouveaux objets, ceux de la gouvernance, ceux de la coopération, ceux de la transversalité, de l'ouverture de l'action publique, qui sont des objets pas classiques, hein, y compris dans l'impact collectif, qui ne sont pas forcément des objets qu'on arrive à évaluer sans avoir ce substrat théorique. Donc c'est l'approche mésoéconomique, c'est aussi des concepts anglo-saxons comme l'innovation sociale transformatrice. Je sais que Elix, vous l'avez mentionné, travaille sur l'innovation de rupture, donc le changement systémique, etc. Ça, c'est ces approches montantes en écho à des concepts un peu plus diffusés, ceux de robustesse, de résilience, qui permettent d'aller regarder eh bien, comment, si on prend le cas de Mona Lisa, à travers la recherche d'un impact sur un problème donné, finalement,
ça crée des ressources, des capacités territoriales supplémentaires qui, derrière, en fait, font bouger le territoire, le transforment en profondeur dans ces institutions, ces ressources profondes, et qui peuvent être réinvesties pour répondre à d'autres problèmes. Dans le cas de Mona Lisa, on a vu qu'un territoire qui s'était mis en mouvement autour de la question de l'isolement social, le lendemain, avait pu se mettre en mouvement de manière beaucoup plus efficace, plus pertinente, plus dynamique sur la question du logement, sur une question tout autre, parce qu'il y avait des capacités coopératives renforcées, parce que l'action publique s'était désilotée, s'était transformée, eh bien, ça a permis cela. Voilà, donc l'impact territorial, une notion qui a finalement plusieurs niveaux, qui sont complémentaires, et qui permet d'aller de plus en plus vers une approche de la transformation systémique. Merci beaucoup, Alexei. Alors, c'est très intéressant parce que justement, ces questions d'approche systémique et puis de contribution des acteurs, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les expérimentations qui ont été faites au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, avec des thématiques qui sont assez liées d'ailleurs, puisque Virginie, à Strasbourg, vous avez notamment travaillé sur l'accompagnement des personnes âgées isolées. Et aussi sur un autre zoom thématique qui partait finalement d'identification pour vous au niveau de politique publique territoriale, de priorité en termes de feuille de route. Et donc, je voudrais vous interroger un petit peu sur comment est-ce que ce travail, cette approche que vous avez développée, vous a permis de révéler des choses sur l'isolement des seniors et sur les collaborations qui existent sur le territoire. Voilà, et mettre en lumière finalement des dynamiques collectives inattendues comme ce qu'Alexei nous a un peu présenté. Voilà. Pour introduire juste la question, je voudrais redire que nous, on est quand même très au début de la démarche, donc on avance avec humilité, pas à pas, et donc on a un enjeu de pédagogique didactique, quoi, c'est-à-dire de montrer un jour à quoi pourrait servir ce référentiel, à quoi il pourrait ressembler, sachant qu'on est juste en train de le construire. Et donc, on avait envie de montrer qu'un référentiel, il peut compter, il peut mesurer, il peut agréger, des poids, des volumes, des tonnes, des kilomètres, ok, mais en fait, on avait envie de montrer qu'il permet aussi de décortiquer ensemble les mécanismes de la transformation sociale. Et donc, je prends juste rapidement l'exemple de VRAC. C'est vrai que sur la précarité alimentaire, dans la ville, on a plein de distributions alimentaires, on peut compter les bénéficiaires, on peut voir s'il y a des permanences d'accès aux soins à côté de la distribution alimentaire qui vont faire que dans les trajectoires, il va se passer d'autres choses que venir chercher un repas. Donc tout ça, on peut le faire. Mais en fait, ce qui a intéressé le collectif de partenaires qui travaillaient sur le sujet dans le projet VRAC, c'est que dans VRAC, on a la possibilité pour les citoyens de choisir les produits qu'ils achètent, de les payer, de les cuisiner, de décider à partir du moment où ils rentrent dans la gouvernance quels sont les fournisseurs. Ils sont dans un groupement d'achat qui est aussi un collectif de voisins qui contribue à retisser, recoudre un peu le lien, en tout cas de voisinage, le lien social, et qui, pour nous, est un vrai outil qui permet en fait de rendre leur dignité aux gens, quoi. Et donc, cet exemple de VRAC, c'est un peu celui qu'on utilise pour dire, voilà, on compte, on mesure, on agrège, mais aussi on décortique et on travaille autour de valeurs qui nous portent tous, et on regarde comment par les interventions des uns et des autres, on va pouvoir aller renseigner notre grand référentiel d'impact territorial autour, là, notamment de l'axe un territoire qui fait sa place à chacun. Pour aller sur l'exemple du bien vieillir, il nous a semblé, on l'a choisi vraiment parce qu'il nous semblait très adapté pour nos enjeux pédagogiques. Il y a le rapport des petits frères des pauvres qui est sorti en septembre 2025 et qui indique que si on ne fait rien, donc 1 million de seniors sont au risque de mort sociale d'ici 2030. Et donc à Strasbourg, un collectif d'acteurs s'est créé qui s'appelle la Fabrique du Lien, avec plusieurs objectifs. C'était d'apprendre ensemble, de se former, de comprendre un peu ce que font les uns les autres et surtout de commencer à imaginer des actions communes. Et donc, une de ces actions, ça a été d'imaginer Petit Veilleur, une façon d'aller à la rencontre des seniors isolés.
Ce qui est très intéressant, c'est la diversité des acteurs qui composent le collectif. Donc, on a à la fois des bailleurs sociaux, on a des gens qui travaillent dans des EHPAD, on a les services de la collectivité, on a des paroisses, on a des associations de quartier et on a des citoyens, par exemple des jeunes d'un centre socioculturel qui sont impliqués également. Donc, comment ça fonctionne? Les bailleurs sociaux identifient des micro-secteurs, des groupes de bâtiments sur lesquels on a une forte représentation de personnes âgées, plus de 60 ans, en situation de fragilité, évidemment, socio-économique. Ils préviennent chaque locataire par courrier du fait qu'ils vont avoir une visite. Ensuite, ils installent une affiche dans le hall de chaque immeuble avec un numéro de la ligne Info Senior pour que les personnes âgées puissent vérifier que tout est sécurisé et officiel. Et à ce moment-là, donc, à partir du grand groupe de la Fabrique du Lien, ils créent des binômes avec des citoyens, des professionnels, des bénévoles associatifs pour aller faire le porte-à-porte. Dans chaque logement qui s'ouvre, ils prennent donc en note les besoins qui sont recensés, qui peuvent être de tous ordres, logement, santé, des gens qui demandent justement à ce qu'on leur rende visite. C'est des besoins très quotidiens et très hétérogènes. Et ensuite, donc ceux qui font du porte-à-porte ramènent l'ensemble des fiches au collectif. Et là, on distribue en fait le suivi traitement des demandes. Ce qui nous a semblé intéressant dans ce projet, c'est qu'on voit bien que sur un défi comme l'isolement, si tout le monde continue à faire ce qu'il fait d'habitude, on n'y arrive pas. C'est-à-dire si on fait des thés dansants et des lotos du dimanche, par définition, s'ils sont isolés, c'est qu'ils n'y vont pas. Et que donc, si chacun continue à mettre le pied dans les traces de ce qui a été fait avant, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver des moyens ensemble d'inventer de nouvelles façons d'intervenir. Et donc, à la fois, le Zoom sur ce défi thématique permet de comprendre ce qu'on réussit ensemble, permet de mesurer aussi, hein, évidemment, combien de seniors on rencontre, combien de sujets sont traités, mais aussi de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, qu'est-ce qui manque, et ça permet de rapprocher aussi des acteurs de l'innovation sociale dans le champ du bien vieillir et d'essayer de continuer à tisser des liens. Donc, on a des acteurs un peu emblématiques à Strasbourg, Mamie Gâteau, qui est un tiers-lieu autonomie autour de la pâtisserie intergénérationnelle et interculturelle, mais qui est aussi un tiers-lieu donc d'aide aux aidants et d'accès aux droits qui participe au projet Territoire Zéro Non-Recours. On a Ensemble de Générations qui travaille sur les colocations intergénérationnelles. Et donc, cette mise en mouvement du sujet permet aujourd'hui d'y travailler de façon complètement différente et de mesurer justement plutôt si les coopérations fonctionnent au service des vieux et comment on peut les améliorer. Sur les biodéchets, je fais vite. Ce qui était très intéressant aussi, c'était de montrer, là encore, les contributions spécifiques des différentes typologies d'acteurs. Aujourd'hui, la loi nous demande de collecter les biodéchets. On avait envie de montrer que les citoyens tout seuls, ils avaient déjà commencé à beaucoup faire du compost collectif dans les jardins familiaux à Strasbourg. On avait des services de collecte municipaux qui étaient évidemment déjà très avancés, mais qui là sont passés au ramassage des ordures, des biodéchets des ménages. À côté de ça, on a des acteurs de l'ESS qui inventent des solutions. Donc, on a de la collecte de biodéchets auprès des restaurateurs du centre-ville qui sont dans des rues trop étroites pour que les camions puissent passer. On a des acteurs de l'ESS qui ont créé un Fab Lab sur l'invention de matières post-pétrole à partir de biodéchets, avec des chercheuses en biochimie des matériaux, des artisans, des artistes, des citoyens. On a des acteurs comme Arkeal, qui est une start-up tech qui a inventé qui expérimente des micro-unités de méthanisation de proximité. On a évidemment les grandes entreprises de l'économie classique qui collectent pour amener à la méthanisation. On a les retoqués qui travaillent sur l'anti-gaspi et qui proposent des confitures à base de fruits récoltés dans les vergers abandonnés. Et donc, cette infographie, mais tout le travail que ça implique et que ça va appeler pour la suite, c'est vraiment comment on met en mouvement tout l'écosystème, chacun avec sa spécificité,
et en fonction de sa typologie d'acteurs. Et ça, c'est ce qui est nouveau parce que on n'avait pas connaissance jusque-là d'espaces de travail qui permettaient ça. On avait soit des choses qui relevaient de l'évaluation des politiques publiques, soit des choses qui relevaient de la mesure d'impact d'un acteur de l'économie sociale et solidaire, mais pas cette vision à 360 de comment on coopère mieux et plus au service du territoire et de l'amélioration des conditions de vie des habitants. Merci beaucoup, Virginie. Ça me permet de faire le lien avec Thibaut parce que vous avez mené des expériences, alors notamment dans la Drôme et en Nouvelle-Aquitaine, justement sur ces sujets plus, on va dire, écologiques au sens large, notamment à travers un projet qui s'appelle TRAM, mais pas uniquement. Comment est-ce que pour vous, le projet TRAM ou les résultats que vous avez pu avoir en Nouvelle-Aquitaine, ils illustrent comment vos coopératives, elles créent une valeur territoriale qui est unique, notamment en matière de ce que vous disiez tout à l'heure, de souveraineté alimentaire et énergétique, qui est un enjeu fondamental aujourd'hui? Oui, merci Lise. Et pardon Thibaut, pardon, je vous invite à être un tout petit peu synthétique Ouais. parce que je vois que le temps commence à nous manquer, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse aborder les questions qu'on avait prévues par la suite ou en tout cas qu'on va devoir les raccourcir fortement. Et j'en suis vraiment désolée. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais faire plus court parce qu'en plus, là, c'était très intéressant cette présentation de la municipalité de Strasbourg parce que ça permet justement d'avoir une analyse plus globale. Moi, je vais revenir à une analyse d'un acteur, en l'occurrence, à travers deux exemples. Le premier, le programme Trace, qui est un programme qui a été mené en Nouvelle-Aquitaine sur 2 ans entre 2019 et 2021 et qui avait en fait pour objectif d'évaluer pour la première fois la contribution des coopératives agricoles de Nouvelle-Aquitaine à la dynamique du territoire et au développement social et économique de la région. Et ce programme permettait aussi de mettre sur pied un calculateur pour les coopératives qui peuvent s'en saisir pour calculer leur ancrage territorial. Et l'intérêt de cette étude, de ce programme Trace en Nouvelle-Aquitaine, c'est de se rendre compte que quand on se compare à d'autres filières, le secteur des coopératives agricoles est plus vertueux en quelque sorte que d'autres filières emblématiques de la région. Je pense notamment à l'aéronautique qui est très présent dans la région Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Et cette étude permet de montrer que les coopératives agricoles ont vraiment un effet multiplicateur bien plus important en fait que des gros faiseurs sur les territoires. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les coopératives agricoles sont dans l'obligation à 80% de s'approvisionner auprès de leurs agriculteurs coopérateurs. Donc le sourcing est forcément local. Et en plus de ça, la valeur qui va être créée ensuite par la vente des produits, elle va rester sur le territoire. Puisqu'il n'y a pas d'actionnaire qui se trouve aux quatre coins du monde, la valeur, elle va redescendre dans la coopérative qui a une obligation de également mettre en réserve au sein de la COP pour après financer aussi des investissements ou pour tout simplement également faire l'amortisseur. Je pense à la crise du bio des 3 dernières années, à la suite de l'inflation sur les produits alimentaires, la consommation bio dans les circuits GMS et également spécialisés s'est tassée, voire même s'est réduit. Et il y a un certain nombre de coopératives qui ont pioché dans leurs réserves pour pouvoir amortir cette crise et financer les agriculteurs et éviter des déconversions. Donc cette analyse voilà, de Nouvelle-Aquitaine permet de voir que par rapport à des gros secteurs comme l'aéronautique, les coopératives ont vraiment
un effet multiplicateur important, hein. Quand il y a 1 million de chiffre d'affaires de coopératives en Nouvelle-Aquitaine, ça génère 2,5 millions de chiffre d'affaires sur l'économie régionale. Ça soutient plus de 120 000 emplois dans la région, et dans les autres secteurs de l'économie, ça permet, ça participe à la création de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'était une analyse macro au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une autre étude plus micro qu'on a pilotée, qu'on a menée avec d'autres partenaires et notamment Tram en région PACA. Et on s'est intéressé à une coopérative qui s'appelle Agneau Soleil. Agneau Soleil, elle est basée à Sisteron et elle est spécialisée dans l'élevage ovin. Je vous invite à y passer, hein. Faites de l'agro-tourisme cet été, c'est magnifique. Et en plus de ça, ces 500 éleveurs à Sisteron travaillent pour 98% en circuit court. Et donc là, l'objectif, c'était d'analyser aussi l'impact du circuit court sur des chaînes d'approvisionnement plus longues. On se rend compte avec les chiffres de l'étude que ce modèle de coopérative permet d'une part forcément de créer de la nourriture pour les habitants, pour les Français et pour les habitants de la région PACA. Donc il y a un chiffre de près de 500 000 personnes qui peuvent être nourries par an par la coopérative. On a également un chiffre intéressant sur la préservation des terres agricoles. La coopérative permet de préserver plus de 110 000 hectares. Et on sait que ça, au regard des objectifs de lutte contre les incendies et des objectifs de transition, d'adaptation et de lutte contre le changement climatique, c'est très important. Et c'est aussi une coopérative qui soutient l'emploi local à travers des emplois qui sont non délocalisables par nature. Voilà brièvement ce que je pouvais vous présenter. Si ça vous intéresse plus, allez à Sisteron et vous pourrez parler avec les éleveurs qui sont fort sympathiques. Merci pour l'invitation. On arrivera, là je vois qu'il y a 36 personnes qui nous regardent, donc on arrivera à 36. Voilà. Faire un bus. Je pense que ce que je vais vous proposer pour la suite, si ça vous va, c'est qu'on va passer vraiment à 1 minute ou deux de réponse très rapidement. Je pense que c'est juste pour faire une ouverture sur peut-être les défis et les enjeux là, que vous pouvez analyser pour la suite. Je vais commencer par Virginie. Au niveau de la métropole, peut-être nous dire quelles ont été les principales difficultés, les obstacles que vous avez rencontrés et vos projets pour la suite. Voilà, en 2 minutes, si c'est possible. 3 obstacles globalement. Un d'ordre idéologique au départ de la démarche, où il y avait une vraie résistance à la culture de l'évaluation d'impact perçue comme importée du monde anglo-saxon, avec une volonté de rationaliser la politique de subvention, enfin un soupçon que nos élus souhaitent par là rationaliser et donc organiser un système de distribution de bons et mauvais points. Donc à la fois de la résistance, mais aussi beaucoup de craintes. La deuxième, c'était la contrainte du manque de temps, évidemment, et de moyens, comme on l'a dit. Et la troisième, c'était un obstacle politique et technique, puisque, y compris dans le comité de pilotage, on a marché sur une ligne de crête assez étroite de temps en temps, puisqu'il pouvait y avoir des tentations pour certains d'utiliser justement ça comme la politique du bâton et des carottes, quoi. Donc, comment on y a répondu sur les questions idéologiques? Je pense que ce qui a permis de dépasser complètement le problème, c'est d'avoir travaillé sur un diagnostic très long de 2022 à 2024 avec des ateliers de concertation, des ateliers d'écoute, de compréhension des besoins, des résistances, des limites, des obstacles, et qui ont permis vraiment d'inventer ensemble des solutions avec toujours beaucoup de temps laissé au débat et un débat très politique sur toutes ces questions de à quoi ça sert, où ça nous mène. La question du manque de moyens pour les petites structures, on y a apporté des réponses en termes de soutien méthodologique et financier au long cours.
donc avec le choix d'une démarche qui n'a pas de fin annoncée. C'est plutôt une idée un peu d'auberge espagnole, on rentre, on sort quand on veut, et on espère pour longtemps, durable. Et puis, sur les questions techniques, ça a demandé beaucoup de politique, et beaucoup d'engagement des élus pour tenir les rênes, de pas basculer du mauvais côté. Sur les perspectives, nous, on est là vraiment dans la finalisation des premiers livrables sur le référentiel de mesure d'impact, en train de réfléchir aux nouveaux zooms thématiques, puisqu'on a déjà plein d'alliés et de gens qui ont envie de travailler sur notamment l'emploi des jeunes ou sur la politique du vélo. Et puis, à l'échelle nationale, on travaille dans le groupe d'action recherche du RTES, sur l'approche territoriale de la mesure de l'impact. On est à mi-chemin là, on a eu un séminaire en présentiel en janvier à Strasbourg, et puis à terme l'édition d'un repère guide ESS, d'un guide, pardon, repère ESS fin 2026, début 2027. Merci Virginie. J'espère que tout le monde a noté les dates d'annonce. Je vous retransmettrai bien sûr toutes les informations de sortie pour les prochains événements. Est-ce que Thibaut, rapidement, vous voudriez pour la coopération agricole nous indiquer peut-être vos prochains enjeux et défis pour les années à venir? Ouais, simplement sur les difficultés peut-être pour les coopératives déjà à élaborer ces études d'impact, ce qui est le plus compliqué, c'est bien entendu la collecte des données, mais c'est très apprécié par les coopératives parce que certains peuvent avoir tendance à penser que le statut fait la vertu. Or, on voit bien que c'est pas forcément automatique. Il faut pouvoir démontrer et ces études, ces différents rapports chiffrés permettent vraiment de démontrer très concrètement l'impact positif des coopératives sur les territoires. C'est utilisé par les coopératives d'ailleurs comme indicateur dans leur démarche RSE. Et c'est aussi bien entendu utilisé par les coopératives dans leurs relations de lobbying, de politique au niveau local. Et ça permet d'avoir une coinche beaucoup plus concrète avec ses interlocuteurs, si on parle en termes de logique de plaidoyer. Voilà ce que je pouvais vous dire très brièvement aussi. Merci beaucoup Thibaut. Timothée, je vous propose de faire une ouverture peut-être encore un peu plus théorique sur les questions aussi d'action publique territoriale qui peuvent être mises en lien avec tout ce qu'on vient de se dire, et peut-être de présenter aussi le projet que vous êtes en train de construire à ce sujet-là, si ça vous va, et après on clôturera nos échanges. Oui, merci beaucoup. Non, mais sur ce qu'on voit là apparaître finalement aussi dans les exemples, différents exemples qui sont donnés, c'est effectivement des mutations assez importantes de l'action publique, hein, qui doit s'ouvrir, travailler plus en co-construction. Alors ça tient à la fois au fait qu'il y a de nouveaux enjeux qui sont plus transversaux, hein, ça c'est un premier élément, c'est-à-dire que là on le voit à travers par exemple, les questions, l'alimentation, typiquement, c'est un sujet hyper transversal parce que ça touche effectivement à la fois, bien sûr, l'agriculture, mais aussi l'eau, ça touche la question du travail, ça touche la question de la restauration collective, etc., etc. Donc, il y a plein de sujets derrière qui sont soulevés. Donc, on est sur des sujets de plus en plus transversaux. C'est particulièrement vrai avec les questions environnementales, hein, de manière générale, avec les problématiques de santé aussi, avec tous les sujets autour du lien social, de l'isolement, de la solitude qu'on a pu évoquer. Bon. Donc il y a une transversalité des problèmes publics qui est de plus en plus marquée, hein, et qui fait exploser en fait les approches sectorielles, les approches en silo telles qu'elles pouvaient exister. Il y a une approche aussi qui tient au fait qu'on a de plus en plus des logiques de multiniveau.
qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire on le voit avec évidemment depuis la décentralisation, les lois de décentralisation des années 80, bon forcément il y a le niveau territorial qui prend de l'importance, et souvent ça peut se faire aussi au niveau supranational, avec la question européenne. Je veux dire, on peut pas parler d'agriculture à vrai dire sans parler de l'Europe aujourd'hui, donc ça il y a quand même un vrai sujet aussi à ce niveau-là. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on parle aussi de plus en plus de gouvernance, le mot gouvernance est imposé, lié à cette gouvernance multiniveau. Et enfin, dernier point, lié aussi à l'importance croissante du privé, on va dire, de la privatisation. C'est vrai qu'en France, on avait une vision de l'action publique qui reposait beaucoup sur le secteur public lui-même, et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des acteurs privés qui s'en emparent, et a fortiori des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est pas un hasard si l'économie sociale et solidaire prend de l'importance de ce point de vue, parce que précisément, ce sont des citoyens qui s'investissent dans le domaine économique en le faisant avec des formes de gouvernance collective pour essayer de répondre à des problématiques collectives. Voilà. Donc forcément, il y a des mutations très importantes de l'action publique qui s'opèrent. Et donc, c'est dans ce contexte, en fait, que ce sujet aussi de l'impact, forcément, doit être abordé. C'est par rapport à ces mutations, ces nouvelles formes de gouvernance, notamment de gouvernance territoriale. Nous, on parle pour l'entreprise, si on prend le point de vue de l'entreprise aussi, de responsabilité territoriale de l'entreprise. Si on prend le point de vue de la collectivité locale, on va parler de co-construction de l'action publique, par exemple, ou là, dans le contexte des municipales, moi, je parle de villes coopératives, par exemple, pour désigner ces mutations-là. Enfin voilà, donc il y a des transformations à l'œuvre, et donc l'impact prend sa source, on va dire, enfin les mutations de l'impact prennent leur source là-dedans, c'est-à-dire comment effectivement on essaye de faire passer l'impact d'une logique strictement managériale au sein d'une seule organisation, d'une seule entité, pour aller à un niveau territorial où finalement ça devient un outil de délibération commun entre l'ensemble des parties prenantes. Le cas de Strasbourg était tout à fait symptomatique de ça, et des craintes initiales et de l'appropriation collective et progressive qui s'est opérée ensuite. Et ça vient effectivement accompagner des mutations plus larges. On le voit avec, ça a été dit par Strasbourg, Virginie, qui disait, oui, il y a des redéfinitions de l'attractivité finalement. Le sujet pour nous, c'est plus tant l'attractivité que de répondre à des besoins locaux. On l'a vu avec l'agriculture, enfin avec la coopération agricole sur la notion de souveraineté alimentaire, par exemple. On a beaucoup parlé de la résilience des territoires et tout ça. Bon, je pense que ça vient s'inscrire dans ce cadre-là, c'est-à-dire que ce sont des outils qui doivent être mis au service finalement d'un pilotage et d'une gouvernance au niveau des territoires. Voilà, je crois que c'est ça que cela vient désigner. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a des projets. Alors, à la fois, on a le programme de recherche sur la responsabilité territoriale des entreprises pour justement essayer de mieux cerner ces transformations. Donc là, on a tout un programme de recherche, différentes publications en lien avec ça. Et puis, on a un programme avec Alexei qui est assez novateur, c'est-à-dire on va créer un certificat à Sciences Po Bordeaux là, qui va être lancé à la rentrée prochaine, en octobre, quoi. Voilà, pour former des dirigeants ou des chargés de mission d'organisation à ces mesures d'impact qu'on pourrait qualifier de socio-territoriales. L'idée, c'est vraiment de prendre l'entrée de l'impact social, mais de le déplacer au niveau du territoire pour en saisir toute la portée systémique, ce qu'a expliqué fort bien tout à l'heure Alexei. Il nous semble que là, il y a un champ émergent pour essayer d'accompagner ces transformations et puis sortir de la logique, encore une fois, strictement managériale, qui peut avoir son utilité, mais si elle n'est pas instrumentalisée au service, ce qui a été dit, d'une recherche d'économie budgétaire ou de la carotte et le bâton tout à l'heure. Voilà, évidemment, il s'agit plutôt de promouvoir des approches alternatives à cela, c'est-à-dire d'en faire un véritable outil politique et stratégique pour les acteurs, pour qu'ils puissent aussi mieux défendre leurs projets, mieux les gouverner collectivement. Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Merci beaucoup Timothée pour cette conclusion très claire de notre webinaire, et je trouve finalement de l'intégralité des cycles qu'on a proposés qui étaient au sujet des accords et des désaccords autour de la notion d'impact social. On aurait pu dire aussi des craintes autour de la notion d'impact social selon quel type d'acteur voulait la mettre en place, la demander, etc.
Du coup, ce webinaire touche à sa fin, mais également cette première saison. Donc, à cette occasion-là, on souhaiterait remercier, SS France souhaiterait remercier tous les intervenants et les intervenantes qui ont pu participer à ces webinaires et à vous quatre aujourd'hui particulièrement. Et on remercie également le Crédit Coopératif et la Massif et pour leur soutien et pour leurs interventions d'aujourd'hui qui nous ont permis, je pense, de mettre en lumière un sujet qui, comme vous dites, est émergent, mais qui permet de répondre, je pense, à des enjeux de transformation et de transition au niveau démographique, numérique, administratif, qui sont les enjeux de comment on crée aussi la société et l'économie de demain. Donc voilà, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie encore. Voilà, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.